alors? Choco Croquant, le chocolat qui fait fondre les petits creux. Milka, tendrement chocolat. Si vous êtes du Moyen-Âge, vous revenez de très loin puisque vous avez été condamné à mort puis gracié. Après plus de 22 ans de prison, vous voici libre. Et libre notamment de publier le récit de votre descente aux enfers, de votre renaissance, de votre renouveau, sous le titre De la haine à la vie aux éditions Le Cherche-Midi. Georges Moustaki, chanteur-compositeur et auteur d'un roman, Petite rue des Bouchers, aux éditions de Fallois, dans lequel vous évoquez votre jeunesse à Bruxelles dans les années 50, en compagnie de musiciens, de prostituées, de trafiquants de drogue, etc. Et puis enfin, Paul Lombard, maître Paul Lombard, avocat depuis bientôt 50 ans. Ça va faire 50 ans l'année prochaine. Je ne voudrais pas trop que ça se dise. Bon, enfin, que vous glissiez là-dessus. Bon, alors je glisse là-dessus. Auteur de livres d'histoire, d'essais sur la justice, sur l'éloquence, etc. Et vous publiez chez Plomb un récit autobiographique intitulé Un petit monde, celui de votre enfance à Marseille. Quand on a la chance de naître dans une famille aussi truculente à Marseille, aussi pagnolesque, est-ce qu'on n'a pas fatalement le goût du verbe, du mot, de l'éloquence? Je crois que je portais le goût du verbe, de l'éloquence dans mes gènes et que la famille n'a fait que les développer. Parce qu'au fond, le petit monde, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une ville, d'une période et d'une famille, dans laquelle il y a des personnages plus ou moins extraordinaires. Ils étaient tous agglutinés autour de mon grand-père, Papanane, qui est un des héros de ce livre. Personnage extraordinaire. Oui. Oui, plein d'humour, calembour. Il avait le calembour naturel. Oui. Bon, il ne pouvait pas dire un mot sans essayer de faire jouer ce mot-là. Et c'était mon grand-père. Il adorait les chansons un peu paillardes, comme on en chantait dans ma jeunesse, avant qu'il y ait la révolution culturelle de la chanson française avec Trenet. Et Papanane aimait des chansons, j'ose à peine vous les chanter, parce qu'il y a de quoi rougir jusqu'aux oreilles. Par exemple. Il disait par exemple, ça s'appelait les lanciers du Bougival. Il disait, sur les bords du Bougival, il y avait des lanciers à cheval. Et il y avait en particulier un caporal. Et ce caporal, paraît-il, était du dernier bien avec la femme du général. Alors ça faisait tordre de rire Papanane, et moi je pensais que c'était le comble de la polissonnerie, et je riais de plus belle. Puis Papanane avait un singe, imaginez-vous. Oui, alors ça c'est... Oui. Un singe qui s'appelait Alfred. Et c'était le meilleur ami de Papanane. Ils ne se quittaient pas, ils étaient absolument inséparables. Et Alfred est mort, tenez-vous bien, parce que dans ce livre, vous savez, les Marseillais, ce pas des gens qui se tapent sur les cuisses tout le temps, au contraire, ce sont des gens qui sont à la fois secrets et qui ont beaucoup de cœur, mais qui n'ont pas envie que ça se voit. Oui. Ils ont l'amitié et l'amour pudiques. Oui. Mais tous, c'est pas tellement con. Un petit peu, mais pas plus que les autres. Vous inventez un petit peu, non? Non, moi j'invente, oui, j'invente, bien sûr que j'invente aussi. Si j'inventais pas, comme la vie serait triste. Sans le mensonge, la vie serait peut-être. Alors, donc Alfred le singe est mort exactement comme vous le racontez? Exactement le même jour. Il est mort le même jour que son maître. Il est mort de chagrin. Oui. Lorsque Papanane. De chagrin, puis d'avoir trop bouffé de bananes aussi. D'abord, un peu. Enfin, les bananes sont, si vous voulez, le départ, le chagrin est l'arrivée. Écoutez, c'est extraordinaire. Le dernier mot de Papanane, c'était à l'avocat qu'il s'adressait. Et il m'a dit, quel dommage que tu n'aies pas été capable de me faire condamner à vie. Oui. C'est étonnant. Et alors il est mort avec son singe, et qui n'a pas vu un singe pleurer ne sait pas ce que c'est que la véritable douleur. Je ne souhaite à personne de voir un singe pleurer. Pauvre Alfred. Alors, il y a votre père qui est aussi un personnage très joli, parce que c'est un médecin de famille, comme on n'en fait plus aujourd'hui, et qui est surtout récompensé à Noël, quand tous les gens à qui il a fait du bien lui apportent des présents invraisemblables. Alors, vous savez ce qu'on nous a apporté, un peu avant Noël? On nous a apporté Clémence. Et vous ne savez pas qui est Clémence. Clémence, c'était une dinde vivante qu'on nous a apportée, et que ma cuisinière, qui s'appelait Félicité, qui avait un physique de pleureuse corse, était chargée de mettre à mort avec son beau-frère. Et nous, on n'a pas soupçonné une seule seconde que Clémence était servie le soir du réveillon. Nous pensions que c'était une dinde mercenaire, mais pas Clémence. Et puis on s'est aperçu que ce que disait ma mère était un horrible mensonge, car je lui disais, mais enfin, avec ma sœur Eliette, je disais, mais où est passée Clémence? Et on disait, Clémence est partie retrouver ses sœurs de Noël de l'année dernière.
C'est une histoire extraordinaire. Mais vous avez eu quand même une chose étonnante, vous avez, avec votre père donc, qui était médecin, et puis après vous qui êtes devenu avocat, vous avez eu les mêmes clients dans la même maison à Marseille. Ah oui, vous parlez d'une maison qui n'était guère avouable, mais qui était fréquentée par les notables de l'endroit. Mon père, c'était un médecin de famille. C'était quelqu'un, voyez-vous, qui faisait partie d'une race en voie de disparition. Il montait les escaliers dans les vieux quartiers, dans des mansardes puantes, dans lesquelles il fallait quelquefois se hisser à l'aide d'une corde. Et mon père montait, je vous donne en mille avec quoi. Il montait avec une petite trousse qui avait été zébrée par les coups de griffe de notre chat Bigoudi. Et dans cette trousse, il y avait en particulier toutes sortes d'appareils mystérieux et un bocal. Et dans ce bocal, il y avait d'énormes sangsues. Et les sangsues étaient posées sur le ventre, sur le dos des patients et évitaient à mon père de saigner. C'était une médecine très connue. Une médecine très connue, ça et les ventouses. Oui. Mais tout ça se passe avant la guerre, hein, ça quand même. Ça se passe dans 2-3 ans avant la guerre, ça se passe dans les années entre 35 et 40. Alors lorsque je vous disais tout à l'heure que j'aimais pas beaucoup, comme d'ailleurs mon ami Pollack, qu'on parle de mon âge, je suis trahi à chaque ligne dans ce livre, puisque je dis que je suis né au 19e siècle. Là, j'exagère un peu, entre nous. Oui, alors vous avez deux surnoms, vous vous appelez Tignasse de Loyola. Tignasse de Loyola, parce que je suis atteint de l'infirmité. Ce qui fait dire à un certain nombre de gens que je passe ma vie tous les matins à me faire des brushings, et à ceux qui me volent encore plus de mal, que je suis affublé d'une perruque. Ah oui, que c'est un peu agaçant. Donc, alors Moustaki, tirez dessus. Ouais, vous pouvez tirer tant que vous voulez. Moustaki, je vous assure, je ne vous tirerai pas la barbe. Vous ne pas trop fort. Méfiez-vous. Vous voyez, c'est une chose étonnante parce que j'ai été affublé. C'est le bon Dieu qui m'a donné ça. J'ai souvent songé à lui faire un procès, mais je l'aurais perdu. Et puis vous appelez Tami parce que au football, vous êtes un gardien de but. Ah, je dois dire, écoutez, là, je parle à un connaisseur, à un orfèvre. Parce que, effectivement, j'étais gardien de but de l'équipe des avocats de Marseille. Et j'avais ceci de particulier, que j'arrêtais pratiquement jamais aucune balle. Je suis plus calé en défense, dans les prétoires, qu'entre les barres du gardien de but. Oui. Alors on m'avait appelé Tami, et lorsque je disais, mais pourquoi on m'appelait Tami? Parce qu'on disait, c'est une passoire, mais en plus fin. Alors, ce qui est toujours intéressant, évidemment, c'est que vous racontez votre éducation, bien entendu, l'école, l'église, les jésuites, et puis il y a ce chanoine Salvetti, qui est un personnage étonnant. Alors, là aussi, on est vraiment dans le personnage de Pagnol. C'est incroyable, Marseille produit ce genre de personnage d'une manière... J'ai pas essayé de me donner le beau rôle, ni de me présenter sous mon meilleur profil. Je me suis présenté exactement comme je crois que je suis, mais le chanoine en question était étonnant. Il avait une définition que je n'ai jamais vue que chez lui de la Sainte Vierge. Imaginez-vous, il disait, montrant la chaisière, il disait, vous voyez Madame Reynaud, la chaisière, c'est une femme d'une grande vertu. Eh bien, la Sainte Vierge, à côté d'elle, Madame Reynaud est une traînée. Oui. C'est assez extraordinaire. Oui. Sur l'éducation religieuse, il y a quelques lignes dans votre livre, vous appelez ça, vous avez reçu la pastorale de la trouille. Ça, oui, dans votre livre, vous dites justement que le 19e siècle n'en finissait pas de parader. Mais moi, j'ai connu un peu cela aussi, bon, un petit peu plus tard peut-être, et une éducation religieuse, c'est vrai, mais bon, c'est... l'intimidation, l'enfer, oui, l'enfer, la peur, la crainte du feu éternel. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas marqué, et je m'en suis assez bien tiré de ce côté-là. Alors évidemment, il y a tous ces personnages, encore une fois, qu'on croit issus de Pagnol, et puis évidemment arrive la tragédie, c'est-à-dire la guerre. Et là, le ton change, bien entendu, du livre, parce que... Là, le ton change. Le ton change, parce qu'il y a des personnages, évidemment, qui vont connaître le malheur, qui vont connaître la mort, qui vont connaître le malheur, qui vont connaître la mort, qui vont connaître le déshonneur. Je raconte en particulier l'histoire de l'occupation, dans lequel... la Gestapo a joué un rôle quotidien et majeur. Je raconte en particulier l'arrestation d'un peintre, un vieux bonhomme, un personnage extraordinaire qui s'appelait Édouard Crémieux. Je raconte comment, à 80 ans, il défiait, de par sa seule présence, les gens du PPF. Le PPF, c'était le parti de Doriot, et il défiait la Gestapo, et un jour, on l'a traîné, on l'a arrêté, on l'a traîné dans son sang. J'en garde un souvenir absolument paniqué. Vous gardez aussi un souvenir de Fifi, qui était la belle amoureuse, qui évidemment est tout le monde, et qui a eu le tort, évidemment, d'aimer
Un officier allemand. Et... Fifi, c'était la sœur de la chaisière de la paroisse Saint-Fériol où régnait le chanoine Falgetti dont on parlait tout à l'heure. Et elle a aimé un Allemand, c'est vrai, et elle a été... Non, elle a aimé beaucoup d'hommes avant d'aimer l'Allemand, oui, et elle est vraiment tombée amoureuse de cet Allemand. Elle avait, si vous voulez, la cuisse un peu facile, mais elle est tombée amoureuse dingue, comme on dirait aujourd'hui, de cet Allemand. Et alors, elle a subi une pénitence atroce. D'abord, on l'a rasée, on l'a promenée toute nue dans les rues de Marseille, et à ce moment-là, quelqu'un a dit « Tu as couché avec un Allemand, on va te faire coucher avec un âne ». Et on l'a amenée jusqu'à la Plaine. La Plaine, c'est un quartier de Marseille, et là, on a voulu la coupler avec cet animal, et elle a été sauvée par un personnage extraordinaire, qu'on l'appelait le capitaine. C'était un grand résistant, un des compagnons de Gaston Defferre, qui faisait partie du même réseau. Et quand le capitaine a vu cela, il s'est avancé, il a sorti son arme, et avant que l'inexorable s'accomplisse, il a abattu l'animal. Je garde de cette scène un souvenir absolument paniqué. Et je dois dire que voir un résistant authentique sauver une femme du plus infâme des traitements, ça m'a fait quand même chaud au cœur. Et puis Fifi, déshonorée, a pris son petit, comme on dit à Marseille, dans les bras. Elle est allée près du pont Transporteur, dans un quartier que je connais bien, puisque c'est là où habitent mes filles, et elle s'est jetée avec son petit, serré dans ses bras, du haut du pont Transporteur. Et il a fallu beaucoup de conscience professionnelle, voyez-vous, à police secours, pour démêler le corps de la mère et le corps de l'enfant. Et puis, il y a des personnages qui sont très courageux, comme cette petite bonne femme qui est une tante à vous, qui s'appelle Tante Mimi, oui, Tante Mimi. Vous voyez, qui a vraiment un courage incroyable. Mais là, c'est pas à Marseille, c'est à Chartres, je crois. C'est à Chartres. C'est à Chartres où elle était Tante Mimi, imaginez, une petite femme qui devait faire 1m45 peut-être, et ça a été une résistance absolument extraordinaire. Elle a passé sa vie à faire une thèse sur Pascal, et lorsque l'Allemand est arrivé à Chartres, elle est rentrée dans la résistance, et cette petite maison de l'avenue des Changes était bourrée d'explosifs, de mitraillettes, de postes de radio, et Tante Mimi régnait sur ce petit monde. Et puis, elle a été décorée, et c'est la seule femme, vous m'entendez, que j'ai connue qui a eu le courage de ne pas porter ces décorations. C'est un courage que je n'ai pas, et j'en suis pas très fier. Et je dois dire que Tante Mimi n'a jamais voulu, elle qui avait tous les courages, elle n'a jamais voulu exhiber les signes extérieurs de son héroïsme. Mais il y a une autre femme qui est étonnante, qui s'appelle Ité, c'est la bonne Corse. Mais j'ai l'impression qu'elle vit encore, non? Ité, elle vit encore. On a fêté son centenaire exactement le mois dernier avec mes sœurs. 100 ans, vous m'entendez? 100 ans. Imaginez une femme avec des voiles, exactement comme les veuves professionnelles de la tragédie grecque. Et Ité était l'héroïne de deux histoires extraordinaires. La première, c'est qu'on nous avait donné un jambon, imaginez-vous Bernard Pivot, et un jambon à l'époque. Ça, je sais, je l'ai lu. En 1942, c'était incroyable, c'était un trésor. Et ce jambon, malheureusement, a été avarié, et Ité, le soir, est descendu des escaliers absolument pas la guerre, hein. Comme un personnage de roman policier que vous écrivez si bien, et elle a jeté le jambon dans les eaux du Vieux-Port. Et à ce moment-là, a surgi un personnage qui croyait avoir affaire à une avorteuse et qui lui a dit « Qu'as-tu fait de ton enfant ?» Et en réalité, c'était le jambon. C'était le jambon, oui. Ouais. Non, c'est un personnage étonnant. Alors, quand le récit, le titre est un peu réducteur, un récit d'enfant, parce que c'est pas tout à fait vrai, parce que vous racontez aussi votre jeunesse, votre mariage tout à fait malheureux, votre premier enfant que vous faites avant l'heure. À l'époque, c'était évidemment un petit scandale, même à Marseille. Comment même à Marseille? À Marseille comme ailleurs. Ouais. Oui, même à Marseille ne convient pas. Non. Donc, oui. Et puis vous racontez aussi des souvenirs d'avocat. Bien sûr, heureusement. Oui. D'ailleurs, on est toujours déçu quand on a un livre des souvenirs d'avocat s'il n'y a pas des histoires d'avocats. Hein. Non, mais moi, là, je n'ai pas écrit un livre en qualité d'avocat. Vous savez, je suis un peu un homme aussi. Je n'ai pas tout le temps ma robe, si j'ose ainsi m'exprimer. Et dans ce livre, je raconte effectivement beaucoup de souvenirs d'avocat. Mais pour revenir à mon mariage, on appelait ça à Marseille « faire Pâques avant les rameaux ». C'est-à-dire faire un enfant avant d'avoir reçu la permission de monsieur le maire. Je dois dire que au départ, ça a un peu perturbé ma vie, mais maintenant je me réjouis que les choses se soient passées ainsi. Alors les avocats, il y a celui que vous avez bien connu, c'est Polak.
Oui, oui, qui est très présent dans votre livre. C'était votre maître. C'était mon maître. C'était votre maître. Et un Marseillais comme vous. Marseillais comme moi, une éloquence absolument stupéfiante. J'ai eu le plaisir de le recevoir dans la première émission d'Apostrophe. Il y avait Maître Pollack et Florio. Et Maître Florio. Ouais. Pollack était un grand ami, aussi un modèle de quelqu'un que vous connaissez bien. Monsieur Maurice, c'est Jean-Louis Pelletier, un avocat aussi complètement épatant, la preuve. Et je dois dire que Pollack a été le héros d'histoires extraordinaires, mais il fallait voir son physique. Il avait des cheveux 2 fois longs comme les miens, et lorsqu'il agitait la tête, un espèce de nuage de pellicule s'échappait de ses cheveux, et c'était l'éloquence personnifiée. Je crois que je n'ai jamais connu quelqu'un qui manie le verbe avec autant de brio et un humour absolument extraordinaire. Non, mais il faisait partie de cette grande, de ces générations d'avocats où il y avait des types qui forts en gueule, très éloquents. Très éloquents, mais qui portaient toujours le cœur en bandoulière. Mais en fait, les tribunaux fonctionnaient autrement. Je crois qu'à l'époque, l'éloquence d'un avocat jouait beaucoup. Or, aujourd'hui, aussi bien devant des jurés que des magistrats professionnels, l'éloquence est quand même moins importante. Elle a moins d'impact. Elle a moins d'impact, mais moi je suis de ceux, voyez-vous, qui croient toujours en l'éloquence. Je pense que on a simplement, moi ma seule arme, qu'est-ce que c'est? C'est les mots que je suis susceptible d'opposer à l'inexorable ou à la sévérité des tribunaux. Eh bien, avec les mots, on peut faire, Dieu merci, beaucoup de choses. Oui. Pourtant, j'aime bien cette histoire. Vous rencontrez au Jardin du Luxembourg un ancien président d'une chambre et qui est à la retraite et vous lui demandez si le président Fabre. Oui, le président. Ah oui, je lui ai dit, le président Fabre, quelqu'un de très digne, il siégeait en robe rouge, il avait une allure absolument folle, un peu 19e siècle, mais une allure folle. Et un jour, je le rencontre au Luxembourg, au pied de la statue de Verlaine, imaginez-vous. Et il était à la retraite. Alors je lui dis, mais monsieur le président, est-ce que la retraite ne vous pèse pas tellement? Alors il me regarde et me dit, vous savez, il y a une chose qui me pèse surtout, c'est ma petite sieste vers les 14 heures quand vous commenciez à prendre la parole. Oui, je veux dire que ça m'a un peu rabattu mon caquet. Ouais. Et alors, je ne savais pas que vous étiez un ami de Charles Trenet, que vous avez bien connu. Charles Trenet, c'était un homme absolument extraordinaire. Cocteau dit quelque part une chose étonnante. Il dit, c'était un des bohémiens d'Apollinaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est un homme à qui la chanson française doit tout. Si Trenet n'avait pas existé, nous en serions encore au lancier du Bougival que chantait Papanal. Peut-être pas quand même, peut-être pas. Mais pas très très loin, à mon avis. Vous en pensez, Georges Moustaki? Non, mais je pensais quand vous avez parlé de révolution culturelle que c'était un peu péjoratif, mais je m'aperçois que vous reconnaissez la grande valeur de Trenet et que je partage cette admiration. Bon. Oui. Bon, n'oublions pas qu'il y avait Mireille qui avait ouvert une porte très importante et que Trenet l'a reconnu et en a fait... Et on a fait son style, avec le génie que l'on sait. Avec quand même un peu un apport de surréalisme. Ah oui, non, c'était une vraie œuvre littéraire chantée avec romantisme et pitrerie. Il y a une histoire très drôle, là, quand vous êtes à Marseille et qu'il y a le coiffeur qui vient vous voir, vous êtes à côté de tous les deux avec Trenet, et le coiffeur vient nous annoncer qu'il a écrit ses mémoires, mais qu'il cherche un titre. Alors Trenet réfléchit. Il dit, écoutez, je crois que j'ai trouvé. Vous allez appeler votre livre de mémoires « Les essais de Montaigne ». Et ça, vous voyez, c'est vraiment tout à fait tout Charles de Trenet. Georges Moustaki, quel âge aviez-vous quand vous êtes devenu pianiste dans un quartier malfamé, dans ce qu'on appelle le Vieux Bruxelles? Comme disent les enfants, 20 ans et demi. 20 ans et demi, c'est ça. Alors, vous êtes, on va le voir quelques photos, vous êtes très joli garçon, hein, il est un peu normal, hein. non, bien sûr, vous êtes très joli garçon. Alors, je comprends pourquoi vous avez écrit un roman et que vous avez donné, vous vous appelez pas Georges, mais vous avez donné un autre prénom, Alexandre, parce qu'Alexandre, donc Georges Moustaki, est couvert de femmes dans cet ouvrage. Alors, évidemment, c'est difficile de raconter ça à la première personne. Vous avez eu l'air de vous vanter. Non, mais il n'est pas couvert de femmes. Mais comment? Il a 3, 4, 5, mais en 2 mois, c'est dans la situation d'un pianiste qui a tout un public de jeunes filles et de femmes, c'est très facile. C'était une larme de séduction d'un piano, c'est extraordinaire, que je découvrais en même temps que je découvrais le métier de pianiste. Et alors, je n'avais pas du tout l'habitude, justement, d'être en relation avec des femmes. Donc tout ce qui m'arrivait était merveilleux, et j'en parle avec l'éblouissement, mais parce que c'était nouveau, mais je n'étais pas couvert de femmes.
J'avais quelques échecs cuisants même. Oui, enfin bon, on n'en parle pas beaucoup dans ce livre. Alors donc, vous êtes plongé dans un univers dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. Un univers de la prostitution, de la drogue, de la violence, et puis de la musique, bien entendu. Oui, du jazz. Mais c'était un épisode très court de 2 mois. Je me trouvais à Bruxelles parce que j'accompagnais un ami qui m'avait laissé tomber pour aller continuer son voyage à Anvers. Et j'avais pas de quoi rentrer à Paris, j'avais pas de quoi me payer un hôtel. J'ai dit, je vais chercher du travail. Et j'ai frappé à une porte, c'était dans la journée, une rue qui avait l'air tranquille. On m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit, je vais la plonge, servir. Il m'a dit, vous jouez du piano? Je lui ai dit, oui, si vous voulez. C'est ce qui était un petit peu présomptueux, mais enfin, c'était la nécessité qui m'a fait répondre oui. Et le soir même, j'étais engagé. Et le soir, tout a changé. Cette ruelle tranquille est devenue une ruelle extraordinairement savoureuse et sulfureuse et remplie de gens. Alors, c'est pour ça que cette relation que j'ai eue avec les femmes me paraissait extraordinaire, parce que je n'avais jamais vécu ça. Oui. Donc tout était important. Ça n'a duré que 2 mois. Et c'est comme toute une vie poursuivie, Alexandre. En 2 mois, j'ai fréquenté les putes, les dealers, les travelots, les musiciens de génie, des flics rotteurs. J'ai vu voler des couteaux, failli aller en prison, mourir étouffé ou brûler dans un incendie, devenir gigolo. J'ai eu Interpol sur mes traces. J'ai connu des femmes, des hommes, l'amour, l'amitié, la racaille, la beauté. Pas mal en 2 mois. Oui, mais ça méritait un livre. Ah oui. Alors ça méritait un livre. Et alors évidemment, vous avez choisi de raconter ça sous forme d'un roman noir. C'est parti d'un défi que m'a lancé Jérôme Charine, que vous connaissez bien. Bien sûr. Qui est mon partenaire du ping-pong, et qui se lamentait de ce que je sois toujours parti en tournée. Il m'a dit, tu devrais rester à Paris, et puis écrire. J'ai dit, écrire quoi? Il me dit, un polar. Je lui ai dit, chiche. Ça a mis du temps, je veux dire, à mûrir. Et quand j'ai pensé polar, j'ai dit, mais j'ai ces 2 mois de ma vie. J'ai une vie beaucoup plus longue que ça, mais ces 2 mois étaient très concentrés, et j'avais tous les ingrédients pour faire un polar. Et je ne me rendais pas compte que j'avais autant de souvenirs et que ces souvenirs étaient aussi précis. Oui. Ce qui fait que le récit s'est fait de lui-même. J'ai rajouté ou j'ai rapproché des choses, mais je me suis rendu compte à la fin du livre que j'avais fait une autobiographie au lieu de faire un polar. Mais je serais content qu'on dise ça se dit comme un polar. Oui, ben oui, parce qu'arrivent les 2 trafiquants qui arrivent de Paris, puis il y a le meurtre d'une femme, et puis un incendie, puis un deuxième. Pas la fin. Ah non, je ne dis pas la fin, bien entendu, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est. Alors, vous veniez de Saint-Germain-des-Prés, je suppose. Ben, tout se passait à Saint-Germain-des-Prés quand on était à Paris, et le quartier où je me C'était plus calme, Saint-Germain, quand même. C'était pas vraiment très calme. Non. Non. C'était plus calme parce que c'était moins concentré. À Bruxelles, comme c'était un peu plus petit, tout se passait dans 2 ruelles. Oui. À Saint-Germain, il y avait le triangle Montparnasse, Saint-Germain, Saint-Michel. En tout cas, à Bruxelles, il y avait plein de clients pour vous, là, Maître Lombard. Hein. Oui, tous les personnages, c'est pratiquement... Ils peuvent... C'est vrai, si vous pouvez donner quelques adresses. Il y a vraiment... vous avez une grosse clientèle, là. Oui, mais j'ai eu Interpol à métro sans savoir pourquoi. Est-ce qu'il faut avoir l'accent belge automatiquement ou pas? Ah non. Bon. Vous avez un très bel accent. Mais cela dit, en parlant d'accent belge, je n'ai pas résisté à mettre les expressions belges que je découvrais. Ah, c'est très joli. Oui. Il y en a qui sont très très jolies de ces expressions. Je les ai mis à la fin, j'ai fait un petit dictionnaire très succinct. Oui. Il y a l'expression « j'aurais difficile oui. ». J'aurais difficile. Ça c'est votre protecteur qui s'appelle Ramsès qui dit ça. Qui dit « j'aurais difficile ». Ça veut dire... j'aurais du mal. J'aurais du mal. Hein. Et puis j'aime beaucoup ce mot qui s'appelle paye. Paye, c'est papa, c'est homme, c'est... Je ne sais pas exactement comment je l'ai traduit, mais c'est une interjection. Paye, c'est la femme, paye, c'est l'homme. Oui, et ainsi de suite. Donc il y a petit lexique sur le bon parler bruxellois de l'époque. Mais est-ce qu'à l'époque, par exemple, il y a tous ces trafiquants de drogue, est-ce que vous êtes drogué vous-même? Ben, je raconte, on m'a donné un pétard quand j'étais pianiste, j'avais jamais connu ça. Ça m'a mis dans un tel état que j'ai compris, j'ai mis 20 ans à me remettre, et j'ai fait une deuxième expérience 20 ans après. Et puis, alors passe quand même quelqu'un qu'on reconnaît, parce que c'est Jacques Brel, hein, que vous appelez Jacques Brel était venu dans la boîte, bon, je lui fais jouer un rôle qui n'était pas exactement celui qu'il a eu dans la réalité, mais c'était bien lui, puis c'était un clin d'œil à Bruxelles. Et c'est très drôle parce que quand je suis allé présenter le livre en Belgique, à Bruxelles, dans la petite rue des Bouchers, toute la jeune génération et même la moins jeune venaient me demander des renseignements sur ce qu'était de faire l'historique d'une ruelle ou d'un quartier qui était le leur. Et moi, méditerranéen exilé, je me trouve
détenteurs d'une mémoire qui devrait être la leur. Est-ce que, page 41, vous ne commettez pas un anachronisme en écrivant « Marie-Louise se regarde avec coquetterie, elle laisse dépasser un sein de son déshabillé, passe la langue sur ses lèvres d'une manière gourmande et érotique comme elle l'a vu faire dans les films porno à la télé. » Il n'y a pas de film porno à la télé dans les années 50, il n'y a même pas de télé. Bien sûr, mais ça, il y a plusieurs anachronismes qui sont voulus. Ah, qui sont voulus, Oui. comme... Ah bah, vous amusez, oui. Oui. Ah bah, Pour voir si on les relevait. Ah ben, Par oui. exemple, je parle du Zaïre. Le Zaïre Oui. n'existait pas non plus. oui, oui, mais ça, oui, mais là, je ne suis pas les contrôler. Là. Et puis il y a une allusion à la mort de James Dean qui n'était pas mort encore. Oui. Mais bon, Enfin, vous amusez, quoi. mais bien sûr, mais ce roman, c'est un amusement. Oui. Et est-ce que ce monde vous a inspiré une chanson? Oui, Laquelle? plusieurs. Laquelle? Récemment, je devais avoir une envie de revenir sur ces souvenirs. J'ai écrit une chanson qui s'appelle La Ruelle, qui est vraiment en chanson, la transposition du livre. Mais je crois que si j'écris Milor, si j'écris des chansons comme ça qui font allusion à ce genre de personnage, c'est parce que je l'ai croisé dans cette petite ruelle. Mm-hmm. À l'époque, vous ne connaissez pas Piaf encore? Non, c'était 3 ans avant Piaf. Oui, 3 ans avant Piaf. Donc 3 ans avant Milor. Voilà. Ouais, très bien. Très bien. Bon, alors on va passer, on va faire un autre travail de mémoire avec Jean-Paul Kaufmann. Alors, je voudrais faire, quitte un peu je sais pas, à blesser votre modestie, je voudrais quand même faire une petite déclaration liminaire pour dire que, moi, vous n'avez pas écrit beaucoup de livres, vous n'en avez écrit que 3. Je considère maintenant que vous êtes devenu un des meilleurs écrivains français. Ah si, non, je vous assure, parce que vous aviez écrit sur Sainte-Hélène un livre qui était absolument, qui a croulé sous les prix littéraires, qui a eu une presse extraordinaire, et ce livre-ci, qui est de la même nature, c'est-à-dire que vous essayez de tisser des liens entre le passé et le présent. Dans le précédent, c'était à Sainte-Hélène, et ici on va voir que c'est une église, c'est l'église Saint-Sulpice, et même une fresque, et je trouve que c'est d'une qualité tout à fait exceptionnelle, et c'est pour ça que je voulais vous faire ce compliment. Je suis persuadé que la presse sera aussi élogieuse que pour votre précédent livre. Alors, pourquoi diable vous êtes-vous passionné pour cette église parisienne de Saint-Sulpice qui n'a pas une très très bonne réputation, elle est plutôt mal aimée d'ailleurs. Et vous l'adorez? C'est surtout la peinture de Delacroix que j'aime, mais c'est vrai que j'ai été amené à m'intéresser à une église qui, vous avez raison de le dire, est très méprisée, très méconnue. Les Parisiens ne l'aiment pas follement, cette église, et ils l'assimilent, ils disent que c'est une église sulpicienne. Je crois que c'est un adjectif qui lui a... Alors ça a été pris l'autre jour, on voit qu'elle a un pansement d'ailleurs sur sa tour gauche. Ah oui, mais elle a toujours été comme ça depuis sa construction. Elle a été... la construction a commencé il y a 350 ans. Il y a toujours eu des échafaudages au XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle. Donc c'est une église... l'adjectif sulpicien lui a causé beaucoup de tort, et elle n'a absolument rien à voir avec l'art sulpicien. C'est un religieux qui est né au XIXe siècle, et au contraire, c'est une église très, très lumineuse. C'est un chef-d'œuvre de l'art classique français. Donc, et puis c'est surtout un théâtre. C'est surtout une scénographie, c'est une mise en scène, d'ailleurs comme la peinture de Delacroix. Oui, mais avant Delacroix, c'est qu'il faut dire que c'est une église invraisemblable, parce qu'il y a quand même, par exemple, Marquis de Sade a été... oui, Baudelaire. Baudelaire ont été baptisés. Oui. Et puis, alors, il y a des... Alors, évidemment, vous connaissez tout, vous avez tout visité. Il y a des appartements, il y a un atelier de peintres. Plusieurs ateliers d'artistes. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas trop le dire. Il ne faut pas trop le dire. Enfin, moi, j'ai lu ça, j'ai découvert ça, j'habite pas très loin, et j'ai découvert tout ça dans votre ouvrage. Alors, vous connaissez tout des cloches, tout des orgues, mais tout ça, c'est vrai, c'est presque une petite ville, cette... Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant dans cette église, c'est la face cachée, c'est l'envers du décor, ce sont les coulisses, c'est cet univers souterrain où, dans les combles, c'est un labyrinthe. Toute église, toute cathédrale possède un labyrinthe, et il y en a un qui est inextricable, celui de Saint-Sulpice. Et puis, évidemment, à l'intérieur de Saint-Sulpice, quand on entre par la porte à droite et tout de suite à main droite, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle des Saints-Anges, et dans laquelle il y a une fresque admirable. Oui, alors ça, c'est un peu le mystère scellé dans le mur. C'est-à-dire que j'ai construit ce livre comme un roman policier. Et je suis parti à la recherche d'un mystère, et ce mystère est scellé dans un mur, et ce mur est précisément la chapelle des Saints-Jean, qui se trouve à l'église Saint-Sulpice, et c'est Delacroix qui l'a peinte dans les dernières années de sa vie.
Et c'est une peinture extrêmement mystérieuse. D'abord, le passage que Delacroix a choisi de représenter était un des passages les plus mystérieux, un des plus énigmatiques de la Genèse. Et parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe dans cette scène, c'est Jacob qui retourne dans son pays. Et la veille de passer le gué du Yabok, et il va être agressé par un ange, on ne sait pas très bien, par Dieu, par un inconnu, peut-être aussi alors, alors voici donc cette représentation. Oui. Donc c'est la lutte. Oui, peut-être aussi par un démon. C'est la chute. Et il y a quelque chose dans la représentation de cette peinture qui est très ambiguë. D'abord, l'ange est très beau. L'ange est très beau, mais est-ce que c'est un ange? Oui. C'est ça tout le problème. Et puis, que vous faites remarquer, c'est la lutte, on dit toujours une lutte contre, là c'est la lutte avec. Ils sont peut-être de mèche, oui. Jacob et l'ange. Mais bon, au-delà de cette peinture, je crois quand même que ce qui est important, enfin la leçon de cette peinture, c'est que tout homme lutte un jour avec l'ange. Il y a toujours mon voisin a lutté avec l'ange. Ça, c'est sûr. Même si c'était un ange noir, enfin, on ne sait pas qui est cet ange. Et il y a toujours un moment de vérité dans la vie d'un homme. Il y a un instant décisif. Mais d'ailleurs, le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas désigner ce moment. Ils le savent après coup. Quand rencontre-t-on cet ange? Souvent, on peut passer à côté de lui sans le voir. Voilà, c'est tout le problème. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, vous voyez, c'est que vous partez d'un tableau qu'on connaît, qui est un tableau très mystérieux, très ésotérique. Bon. Et puis, au-delà du tableau, vous découvrez le peintre. Et au-delà du peintre, c'est-à-dire une biographie de Delacroix, on a l'impression que quelquefois c'est une autobiographie que vous écrivez. C'est ça qui est très étonnant. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Oui. Et à un moment donné, lorsque l'ange... Puis pardonnez-moi, Jacob dit à l'ange, mais enfin, dis-moi ton nom. Et l'ange dit, non, je ne te dirai pas mon nom. Et moi, je pense que si on disait à votre Delacroix, dis-moi ton nom, il dirait Kaufmann. Oui. Non, mais parce que déjà, dans son précédent livre, qui se passe dans la Saint-Hélène, c'était déjà une occasion. Alors, il faut dire, c'est qu'il parle de Maigret à un moment. C'est-à-dire que c'était une sorte de Maigret. Alors disons d'abord aux téléspectateurs, c'est qu'à partir de ce tableau, vous devenez Maigret vous-même, vous devenez le Maigret de Delacroix. Vous voulez savoir, au fond, qui a été Delacroix. Et là, vous faites une enquête. Vous faites une enquête dans des lieux qu'a fréquenté Delacroix, et vous demandez même, avec d'autres d'ailleurs qui vous ont précédé, si Delacroix est bien le fils de son père, s'il ne serait pas le fils de Talleyrand. Et vous enquêtez là-dessus. Oui, mais enfin ça on n'y coupe pas quand on parle de Delacroix. Oui. Bon, vous insistez beaucoup dans le livre. Oui, bon, enfin, j'essaie d'apporter une solution à cette autre énigme. Enfin, bon, je ne suis pas le seul à dire, enfin, à donner une version qui n'est pas très romanesque et au risque de décevoir un certain nombre de gens, parce que c'est vrai que c'est formidable. Delacroix, fils de l'évêque apostat d'Autun. Mais la vérité, je crois... Parce qu'il lui ressemble, il se ressemble un peu. Non, pas tellement. Pas tellement. Non, vous savez, Delacroix Talleyrand était un homme blond, pâle, et ce qui frappait beaucoup les contemporains de Delacroix, il ressemblait à un Maharaja. Théophile Gautier disait qu'il avait un teint de Péruvien. Non, il ne se ressemblait pas tellement. D'ailleurs, dans son journal, il évoque à 2 reprises Talleyrand, mais sans trop s'attarder. Mais c'est une rumeur qui est née bien après la mort de Delacroix. Il est vrai que cela se chuchotait dans les salons de son vivant, mais bon, c'est pas le sujet du livre. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'on est obligé d'en parler. Mais oui, bien sûr. Cela dit aussi, il y a quand même, je crois que le vrai problème, c'est pourquoi Delacroix a choisi cette lutte de Jacob avec l'ange. Et là, il s'est passé beaucoup de choses étranges lorsque il a exécuté ce travail. Il était dans une prison, Delacroix. Il ne faut pas oublier que cette chapelle était complètement fermée, occultée par des palissades. Et puis un beau jour, au mois de juillet 1861, eh bien, on a démasqué cette chapelle. Et d'ailleurs, Delacroix est mort peu de temps après. C'est son testament spirituel, comme l'a
dit Maurice Barrès. Et pourquoi a-t-il choisi cette scène de la Genèse? Je crois en effet, parce que Jacob aussi, c'est la figure de l'Édipe biblique. Je pense qu'il y a aussi dans cette peinture, elle est traversée, elle est tentée par la figure du Père. Et puis d'ailleurs, vous le disiez à l'instant, dis-moi quel est ton nom. C'est le problème du nom qui a obsédé Delacroix. Alors donc vous devenez Maigret. Alors c'est dommage, ça aurait été formidable le film si on vous avait suivi avec une caméra, parce que vous allez dans un hôtel à Dieppe, vous allez dans une forêt d'Argonne, vous allez à la fin dans le musée de Bordeaux, ou découvrir d'autres. Vous faites une véritable enquête. Et c'est là où vous avez raison, maître, c'est qu'à travers cette enquête, vous obligez le lecteur à devenir lui-même le Maigret de Jean-Paul Kaufmann. C'est-à-dire que, bien entendu, à ce moment-là, vous parlez de temps en temps de vous. Et par exemple, à un moment, vous dites, mais où se cachait Jacob? Et vous répondez, dans le labyrinthe, j'ai toujours pensé qu'il me permettait de retrouver la lumière. Et vous faites allusion plusieurs fois, bien entendu, aux 3 années que vous avez passées enfermé au Liban. Quand vous étiez au Liban, est-ce que vous pensiez à cette fresque? Ah oui, d'ailleurs, une des premières choses que j'ai faites après ma libération, justement, c'est d'aller voir cette peinture, voir si elle avait changé. Elle avait changé, mais c'est moi, sans doute, qui avait changé. Mais c'est une peinture à laquelle j'ai beaucoup pensé, c'est vrai, pendant ma captivité. D'ailleurs, le gué du Yabok était sans doute tout près du lieu de ma détention, de mes lieux de détention. Et c'est vrai qu'il y a un côté labyrinthique dans ce livre. Et chaque livre est une sorte de trou et de lumière dans le soupirail. Mais c'est peut-être que lorsque j'aurai nommé ce que j'ai vécu, peut-être que je vais remonter à la surface. Oui. Donc, mais tous les 4 ans, il faut peut-être que je précipite. Oui, mais il y a aussi une autre comparaison, c'est que Delacroix, vous le soulignez, parle toujours de la muraille qui s'adresse devant lui, c'est-à-dire la muraille qu'il doit peindre. Et vous-même, vous étiez dans une muraille, devant une muraille. Et l'un doit essayer de la conquérir par la peinture, et vous devez un jour essayer de la franchir, cette muraille. Pour moi, le mur, la muraille, le mur de ma prison, je ne sais pas si vous direz la même chose. Enfin, le mur de ma prison, pour moi, était synonyme de la liberté, parce que il y avait plein d'humidité, donc je pouvais peupler cette muraille à ma guise. C'était un peu c'était une carte murale. C'est pas à moi qu'elle s'opposait, c'est au geôlier, je crois. Oui. Vous avez lu le... J'ai énormément aimé votre livre. Donc d'ailleurs, j'ai même pensé que votre titre aurait pu être le titre de mon film. Il y a une scène en particulier qui est magnifique, qui est un matin, le public est là tétanisé devant cette église et surprend un funambule à 60 mètres au-dessus du vide, en train d'avancer, luttant contre le vent, luttant contre un ange invisible, lui-même un ange défiant les lois de la pesanteur. Et ce qui est très beau, c'est que tout au long de votre livre, il y a une sorte de rêverie comme ça qui relie des événements à la fois intimes, objectifs, historiques, tout ça avec une grande fluidité. Il tisse quelque chose d'assez extraordinaire. La scène du funambule est vraie? Ah oui, bien sûr. J'aurais pu vous apporter la photo, parce que nous avons pris une photo de cet instant-là. Si c'était pas un peu mythique, et si c'était pas justement l'équilibre que vous recherchiez. Non, mais tout est vrai. Non, mais je pense que même la conférencière, le sacristain, c'est pour ça que c'est une autobiographie. Non, mais c'est vrai que tout c'est quand vous faites la visite et que vous découvrez 2 anges magnifiques dans l'air produit dans le... c'est un peu, d'ailleurs, c'est le sujet de son film, c'est la figure de l'ange noir. Le film dont vous allez parler tout à l'heure, c'est un peu le même sujet. C'est aussi un livre, le livre que j'ai écrit, c'est un livre sur l'énigme du mal. C'est la chose sur laquelle on bute, c'est le seul problème qui vaille et que vous essayez de résoudre. C'est le mal, le sujet de votre film. Oui. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à ce moment où on rencontre l'ange, où l'ange ne s'identifie pas. Moi, je pense qu'au contraire, l'ange dit son nom.
peut-être que Jacob n'arrive pas à dire son nom, mais on sait le moment où on rencontre l'ange. Alors après, on peut y échapper, ou on peut s'y soustraire, mais j'ai la conviction qu'il y a ce moment de vérité auquel on... Philippe Maurice, c'est vrai que c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez l'impression qu'un jour dans votre vie, vous avez rencontré l'ange? Alors l'ange qui soit, ou démon, hein, mais est-ce que vous vous dites à un moment, Et étant agnostique, je n'arrive pas du tout à concevoir ces notions-là. Oui, mais c'est une autre, je pense que c'est oui, une non, notion... mais je comprends bien intellectuellement. Bon, si vous voulez dire par là que l'on se bat un jour contre soi-même, ça semble évident. Et dans mon cas, contre moi, tel qu'à un moment donné, je suis arrivé à être face à la vie. Et bon, le titre le résume bien. En fait, passer de la haine à la vie, c'est bien arriver à combattre cette haine qu'il y avait en moi, et on peut reprendre l'image de l'ange. Oui. Mais combien de temps avez-vous mené une enquête? Encore une fois, c'est une véritable enquête où vous essayez de... Écoutez, depuis... en vérité, j'ai commencé en 93 et j'ai interrompu parce que j'ai écrit ce livre sur Sainte-Hélène, sur Longwood. Donc ça fait quand même 8-9 ans que je travaillais là-dessus. Ça a été aussi un enfermement, une prison. Mais enfin, tous les livres qu'on écrit sont des prisons. Oui. Non? Bien sûr. Sans ça, on n'écrirait pas. Oui. Mais vous êtes... est-ce que vous continuez, par exemple, de fréquenter Saint-Sulpice? Vous êtes drôle à un moment où vous dites, que je ne me souviens plus quelle est la formule que vous employez, mais vous dites, au fond, je suis une sorte de Quasimodo de Saint-Sulpice, esprit claudiquant et importun, pris d'une passion biscornue pour cette église Esmeralda. Mais est-ce que cette fresque de ce combat avec l'ange continue de vous habiter, ou est-ce que, ayant écrit ce livre, vous vous en êtes délivré? Ah non, pas du tout. Non, c'est mystérieux. Pourquoi cette peinture m'a choisi? C'est pas moi qui l'ai choisie, hein, je crois. Donc non, j'y retourne. Il y a un côté, en effet, un côté un peu flic parfois aussi dans cette façon de rôder autour de cette église. Et alors, il y a une autre peinture de Delacroix en face du combat avec l'ange. Oui, mais qui vous intéresse pas? Elle est intéressante parce que c'est un miroir. Ces deux peintures se répondent. Et évidemment, voilà. Alors le problème, c'est qu'elle est très mal éclairée. Et quand Delacroix a peint ce mur, il n'y avait pas ces immeubles qui étaient en face, et donc elle est un peu dans un coin très très sombre. Mais elles se répondent. C'est-à-dire que, au fond, Delacroix, dans la lutte de Jacob avec l'ange, en a trop dit. Et puis dans l'Héliodore, qui est une scène de fustigation, eh bien, il se donne des verges pour se faire fouetter. C'est-à-dire, il se punit. Je pense qu'elles sont très liées, ces deux peintures-là. Bon, alors Philippe Maurice, le 8 mars 2000, c'est-à-dire il y a exactement aujourd'hui 1 an et 1 jour, vous êtes sorti de la prison de Tours, vous avez recouvré la liberté. Est-ce qu'à ce moment-là, ce jour-là, vous saviez que vous alliez écrire cet ouvrage? Non, pas du tout. En fait, j'étais convaincu que je n'écrirais jamais sur la prison. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas du tout envie d'écrire un livre sur la prison. J'étais devenu historien et ma plume, c'est plutôt une plume universitaire. Et l'envie, c'est d'écrire quelque chose qui est en rapport avec l'histoire. Toutefois, je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement un historien. J'étais autre chose. Mon passé était là et il faisait partie de moi, il fait partie de moi et je l'accepte tout à fait. Hein. Oui. Mais ne deviez-vous pas ce livre à tous les abolitionnistes et à tous ceux qui ont cru en vous? Oui et non, justement, il y a des gens qui pensent que je n'aurais pas dû écrire ce livre. Pourquoi? En fait, cet après-midi, j'étais sur une radio et un auditeur a téléphoné en considérant que je n'aurais pas dû l'écrire. Alors, se posait le problème, justement, vous donnez une très bonne réponse. Moi, je pense que j'ai eu raison de l'écrire, mais il y a toujours des polémiques. Hein. Et vous avez les arguments de cette personne? C'est que quelqu'un qui a commis certains actes dans sa vie n'a plus le droit à la parole. Oui, la deuxième idée, c'était que j'allais me faire de l'argent
grâce à ce livre. Or, une partie d'être soupçonné. Une partie de l'argent ira au fisc et puis l'autre partie ira aux familles des victimes. Et une toute petite partie pour moi aussi, mais vraiment infime. Ouais. Et bon, alors l'idée est là, mais il y a des procès qui se continuent, des procès qui se poursuivent, parfois même dans certains organes de presse. Moi je pense que vous avez eu raison d'écrire ce livre, mais vous avez pris une responsabilité considérable. Parce que vous le vouliez ou non, vous êtes aujourd'hui le symbole, justement, de l'abolition de la peine de mort. Pourquoi vous êtes le symbole ? Parce que, voyons, lorsque l'on me dit, mais est-ce que la peine de mort est possible ? Est-ce que la peine de mort est moralement soutenable ? Moi je dis que l'absurdité de la peine de mort, la voilà, c'est vous. Ça démontre, par A plus B, que la peine de mort n'est pas défendable. Mais attention, vous avez pris une lourde responsabilité. Et si j'avais un conseil à vous donner avec l'affection que je porte à ceux qui ont été plongés dans le malheur, je vous dirais n'en faites pas trop. Parce que vous allez donner des arguments à nos adversaires. Et ça, c'est grave. Je crois que vous avez véritablement une espèce d'équilibre à conserver qui n'est pas facile. Et je voulais absolument vous le dire, parce que moi, j'approuve la démarche que vous avez faite en écrivant ce livre, mais je dis que si vous n'arrivez pas, si vous voulez, à parfaitement mesurer votre argumentation et votre attitude, vous allez donner des arguments aux autres, et ça, il faut à aucun prix. C'est-à-dire quel risque, qu'est-ce qu'il pourrait faire que vous pourriez lui reprocher ? Je lui reproche rien. Non, que vous pourriez. Je me permets, parce que je trouve que c'est une occasion jamais de vous dire cela. Je pense que si on faisait trop de publicité, pardonnez-moi, de tapage... donc il ne devrait pas être là ce soir ? Si, au contraire, il devrait être là ce soir. Je ne suis pas du tout d'accord, il devrait être là ce soir, mais je pense qu'il est bon, lorsqu'on a pour vous de la sympathie et qu'on admire la manière dont vous êtes réhabilité, le devoir d'un homme comme moi, se tournant vers un homme comme vous et vous dire faites très attention. Voilà. Mais il y a une chose qui me semble évidente, si vous voulez, moi, dans je sais pas, disons dans 2 mois, enfin j'espère déjà à peu près dans 15 jours, j'espère pouvoir retrouver ma tranquillité d'historien et de chercheur. Et puisque, en fait, ce que j'explique toujours, je n'ai pas pour vocation d'être un ex-détenu, d'être un ex-condamné à mort. Je suis historien et c'est ce que je suis aujourd'hui. En revanche, il est vrai que, indéniablement, il ne faut pas être dupe. Si j'écris ce livre, c'est tout de même pour qu'il soit vendu. Pas pour que je me fasse de l'argent. Pardon. Quand je dis qu'il se propage et que ce qui est écrit, parce que en fait, ce n'est pas ma vie que j'ai écrit, ce n'est même pas une partie de ma vie, même si c'est elle qui est dedans. Alors, je voudrais simplement dire, ce que vous venez de dire est tout à fait juste, parce que Robert Badinter, qui est allé vous voir le lendemain de l'élection de François Mitterrand. Donc, à ce moment-là, vous étiez sauvé. On va raconter l'histoire brièvement. Donc, il est venu vous annoncer que donc, vous ne serez pas guillotiné parce que François Mitterrand avait promis l'abolition de la peine de mort, qu'elle serait votée. Et donc, Robert Badinter est venu vous voir, il vous a donné des conseils. Et il dit, dans une préface à un ouvrage que vous avez écrit, un ouvrage d'histoire, je montrerai dans un moment, il lui dit, je lui dis enfin, c'est Robert Badinter qui parle, je lui dis enfin à lui, enfin que parce qu'il devait sa vie à l'abolition imminente, il symboliserait d'une certaine manière l'abolition elle-même. S'il tentait à nouveau de s'évader, s'il retournait à la voie criminelle qui avait été la sienne, alors les partisans de la peine de mort auraient beau jeu de le prendre comme exemple des conséquences désastreuses de l'abolition. En revanche, si par un comportement exemplaire, des études réussies, il témoignait d'une victoire éclatante remportée sur lui-même, alors il aurait servi, au-delà de lui-même, la cause de l'abolition. Et c'est donc en 81, donc il y a bien longtemps, avant que vous fassiez des études, quand il vous dit ça. J'ignorais ce que vous avez dit Robert Badinter, mais je signe, je co-signe volontairement ce qu'il vous a dit. Vous avez une formidable responsabilité, c'est très exaltant. C'est d'ailleurs une responsabilité qui ne me pose aucun problème, dans la mesure où les choix de vie que j'ai faits sont clairs et nets, et donc il n'y a aucun problème. Et alors, le problème de ma parole, ai-je le droit ou non de parler ? En fait, la parole que je donne, que je livre, elle me dépasse aussi, elle dépasse la peine de mort, elle
elle aborde la question des longues peines. Et puis surtout, moi, le problème qui m'intéresse le plus, c'est celui des jeunes. Dans la mesure où j'ai souvenir des banlieues, il y a 20 ans, il y avait déjà une certaine violence. Certains jeunes se trompaient de chemin. Et aujourd'hui, cette violence est encore plus montée. Il y a encore plus de jeunes qui sont en situation de détresse. Et les pouvoirs politiques n'ont pas vraiment pris de décisions valables. Ils gèrent sur du court terme au lieu de gérer sur du long terme. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'en sera-t-il dans 20 ans ? Et en fait, là, j'essaye de faire comprendre, au-delà de mon cas, parce que je n'ai pas ma vie est ce qu'elle est, elle a été ce qu'elle a été, et rien n'est à changer. En revanche, j'essaye de faire comprendre que l'on met actuellement dans les prisons des jeunes dont on fait les futurs criminels de demain. Une partie d'entre eux, indéniablement, va devenir les criminels de demain, et ça, il faut l'éviter. C'est d'ailleurs ce qui vous est arrivé. Parfaitement dans votre rôle. Vous posez les deux bonnes questions au début du livre, c'est vous dire quand un homme entre-t-il en rupture avec lui-même, ce qui vous est arrivé, et quand donc ma vie a-t-elle chaviré ? Alors évidemment, vous essayez de répondre à cette question en racontant votre jeunesse. Alors on voit très bien, parce que vous racontez très très bien, c'est que votre frère qui fait des bêtises se retrouve en prison, il s'évade de la prison, et puis finalement vous avez 20 ans, vous allez le voir, et il y a le prestige du frère qui s'est évadé, et à ce moment-là vous écrivez ceci qui, je trouve, donne quand même une des clés de votre aventure après. Je commençais à vivre comme dans un film, fixant des rendez-vous clandestins avec mon frère, prisonnier évadé. Je n'étais pas hors la loi puisque nul n'est légalement tenu de dénoncer son frère. Mais j'éprouvais assez dangereusement quelques plaisirs à défier la justice. C'est là où ça démarre. Mais c'est indéniable, et beaucoup de jeunes aujourd'hui, et beaucoup de gens, même moins jeunes, font un peu ça. Ils sont sur les marges de l'illégalité, et je dirais tout le monde, quand vous conduisez votre voiture, la plupart des gens frôlent l'illégalité. Au niveau des bandes blanches, sauf que lorsque l'on est en dehors lorsque l'on est un jeune dans les banlieues, c'est une autre, on franchit d'autres marges. Et les gens ne se rendent pas tellement compte. Et quand ils se rendent compte, souvent ils sont allés trop loin pour avoir la force ou la possibilité de repartir en arrière. Ou l'envie d'ailleurs. Parce que en fait, quand vous avez 20 ans, que vous êtes dans des banlieues où il n'y a rien, où il n'y a pas accès à la consommation, au plaisir, au luxe, au petit luxe, eh bien, quand vous découvrez ce petit luxe, vous trouvez ça super et vous n'avez pas vraiment envie de repartir en arrière. Alors, revenons à votre itinéraire. Donc, vous êtes devenu de plus en plus marginal, de plus en plus dévoyé, les armes, etc. Puis, vous êtes jeté en prison. Et c'est là que vous découvrez ce que vous appelez la haine, tout simplement. La haine d'abord contre les geôliers et la haine de la société, bien entendu. Alors, la haine des geôliers, je dirais qu'elle se comprend. Alors, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, elle se comprend. Les gardiens de prison, déjà, ce qui est réglementaire est déjà assez avilissant. Vous arrivez en prison, on peut, à partir de ce moment-là, je pense que vous avez peut-être subi ce genre d'humiliation, on peut exiger que vous, je crois, que vous vous déshabillez et on vous oblige à vous mettre nu. Et des choses comme ça blesse la première fois, la deuxième fois. À la fin, lorsque j'étais libéré, ça ne me faisait plus rien. J'avais pris l'habitude. Mais donc, on vous blesse comme ça. Alors déjà, dans le respect du règlement. Mais au-delà du règlement, il y a toutes sortes d'abus qui sont commis. Moi, j'ai été roué de coups. Ça, c'est totalement anormal. C'est illégal. Des humiliations. Et voilà, et puis d'autres humiliations. Quand on met la photo de votre fiancé par terre lors d'une fouille, et quand vous revenez et que vous trouvez la marque d'une chaussure imprimée sur cette photo, c'est un acte gratuit. Et donc la haine comme ça monte, et puis vis-à-vis de la société, eh bien, c'est pareil. Le gardien
Le gardien porte un uniforme, il représente la société. Quand vous êtes issu d'un milieu bourgeois, vous savez que la société, il y a autre chose. Quand vous êtes un jeune comme ça, il y a quoi? Il y a votre famille, vos amis, et puis il y a ceux qui représentent l'ordre. Et là, c'est le gardien. Et en fait, le gardien égale la société. Et moi, personnellement, il m'a fallu un certain nombre d'années pour, à savoir, le jour où j'ai commencé à rencontrer des universitaires, des gens qui venaient comme ça de l'extérieur, je me suis rendu compte que, en fait, la société, les gardiens ne la représentaient pas. Ils gardent les prisons pour la société, mais ils ne la représentent pas. Ils sont... en fait, je crois que Napoléon, c'est dans Foucault que j'avais lu ça, lorsqu'on avait demandé à... Je crois que c'est dans Foucault. Hein, lorsqu'on avait demandé à Napoléon par qui on ferait garder les prisonniers, il avait dit on trouvera pire que... bon, alors c'est méchant et c'est une autre époque. Hein, parce qu'à l'époque, la chiourme était vraiment... très cruel. Mais donc ces gens-là ne représentent pas la société, mais pour les jeunes, oui. Est-ce qu'ils ne représentent pas vraiment la répression de la société incarnée dans peu d'individus? Mais ils représentent, oui, mais ils représentent l'abus dans la mesure où tout ce qui est illégitime et même illégal, sauf qu'un prisonnier ne peut pas poursuivre en justice un gardien. C'est sa parole contre celle du gardien. Mais c'est une image de ce qui se vit. Sur quel plan? Sur le plan d'une répression comme ça qui a tous les pouvoirs. Oui, voilà. Sauf que si vous voulez, moi j'ai découvert que dans la société c'était autre chose. J'ai découvert que si mes gardiens, enfin il y en a quelques-uns que je mentionne, une surveillante chef en particulier qui était très très correcte, mais si mes gardiens étaient pour un très grand nombre pas très intéressants à mes yeux du moins, dans le milieu universitaire, je ne rencontre que des gens intéressants. Et puis, dans la rue, je rencontre plein de gens intéressants. Et ces gens-là, pour moi, en tout cas pour moi, aujourd'hui, ces gens-là représentent la société. Les gardiens représentent l'exclusion. Eux-mêmes sont exclus. Attention, hein, je dis beaucoup de mal d'eux, mais en fait, ils sont eux-mêmes mis dans des murs et mis dans des conditions déplorables. Alors, venons à votre itinéraire. Donc, là, c'est l'enfermement, et puis la prison, et puis c'est la cavale, et puis finalement, c'est la fusillade, au cours de laquelle 2 policiers sont tués, dont l'un par vous. Et là, je crois que vous êtes sincère quand vous dites que vous auriez finalement préféré être tué, là, au fond. À l'époque, je préfère être tué que d'aller en prison. À partir de là, un jeune de 20 ans qui renonce à sa vie, qui est prêt à mourir, malgré tout, il y a l'instinct de survie. Oui. Et donc, j'ouvre le feu dans des conditions que j'explique qui sont terribles. Et en fait, j'aurais préféré que cela ne soit pas passé. Pourquoi vous ne parlez pas du policier que vous avez tué? Parce que j'ai pas forcément envie d'extraire de moi des choses qui sont dures à... Il y a des choses qui sont très dures à dire dans la vie. En outre, il y a eu autre chose. J'ai trouvé que de l'écrire dans un livre comme ça aurait pu aussi être une façon de... Ce qu'on me reprochait, ce dont je vous parlais, une façon d'essayer de faire de l'argent en racontant des choses qui sont, vous le savez bien, dans ce cas-là, des lecteurs viendraient pour lire seulement ça. Et or, je pense que c'est une sorte d'exhibitionnisme qui aurait été totalement déplacé. Donc c'est pas par sécheresse du cœur. En outre, écoutez, moi, on me fait souvent ce procès, on me l'a même fait quand j'étais condamné à mort. On m'a reproché, je l'explique, de ne pas... C'était le procureur qui m'avait dit, vous ne vous êtes pas excusé vis-à-vis des veuves qui sont là. Et à peu de choses près, je lui avais dit, mais enfin, pour qui me prenez-vous? Comment peut-on s'excuser sur des faits comme ça? Enfin, c'est aberrant, ce serait une insulte, ce serait une véritable provocation, ce serait... Et donc, il y a des choses, en fait, un homme peut regretter totalement ce qu'il a fait, il ne peut pas le réparer. Du moins, dans ces cas-là, on ne peut pas le réparer.
C'est pas l'argent, par exemple, du livre qui réparera quoi que ce soit. C'est pas même les choix que j'ai faits aujourd'hui de vie qui répareront quoi que ce soit. Ce qui est fait ne peut pas être défait. Et à partir de là, je considère, moi, que je dois vivre avec le poids de mes actes, que je vivrai avec jusqu'à la fin, et que personne n'a à m'en décharger. En fait, il y a parfois un peu des polémiques, justement ces jours-ci, à propos de ce livre, qui voudraient que je demande pardon, par exemple. Et alors là, jamais déshonorer personne. Non, c'est pas ça. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est un. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout ça la question. C'est pas parce qu'on demande pardon qu'on s'abaisse. Hein. Attendez, c'est pas du tout ça la question. C'est que je considère que on n'a pas à demander. Attention à la formulation, parce que justement, je vois que vous comprenez un peu. En fait, non, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. La chose est ailleurs, c'est que je pense qu'il y a des actes qui ne sont pas pardonnables. Et le vôtre en est. Comment ? Le vôtre en est. Oui, bien sûr, parce que quand on a fait du mal à quelqu'un et que c'est irréparable, non, il n'y a pas, les gens comme ça qui ont terriblement souffert n'ont pas à être confrontés à une sollicitation de pardon. Ils n'ont pas à pardonner. Ils peuvent éventuellement faire comme si, mais ils n'ont pas à pardonner. C'est en outre le pardon, à mes yeux, c'est quelque chose qui sert à se décharger. Ce que veut dire maître, enfin, j'ai bien compris. L'important, c'est pas ce qu'on vous accorde le pardon, c'est le fait, c'est que vous demandiez. Oui, mais alors justement là, c'est pareil, c'est quelque chose qui, à mon sens, à mes yeux, revient à se décharger. En fait, on demande pardon, et puis si on l'obtient, parce qu'on peut l'obtenir. On peut l'obtenir quand on le demande. C'est formidable. Mais si on l'obtient, on pose ses bagages. Non. On est retiré de sa faute. Non, moi je considère qu'une faute pas à la se garde. rédemption civile en tout cas. Mais je pense que le conseil que je me permettais de vous donner, vous l'avez d'ailleurs tout à fait assimilé, puisque j'attendais de vous à peu près les paroles que vous avez prononcées. Mais voilà. Moi je vous dis, je pense réellement que on doit maintenant, si un jour des gens ont envie de, enfin, quand je dis des gens qui ont souffert, et donc si les familles des policiers, parce que j'ai tué un policier, mais il y en a eu un deuxième de tué, et même si ce n'est pas moi, et donc si ces gens-là, eux, souhaitaient, mais je considère qu'ils n'ont pas à se sentir mis en position de pardonner quoi que ce soit. Et voilà. Bon, alors après, vous racontez donc les assises, la condamnation à mort, la grâce, enfin, à ce moment-là, l'élection de François Mitterrand, la suppression de la peine de mort, et donc, et puis vous racontez qu'après, évidemment, on vous a fait payer votre condition était très difficile en prison, parce qu'évidemment, beaucoup de gens espéraient que vous seriez guillotiné, et vous ne l'avez pas été. Et puis donc, parce qu'on n'a pas le temps de tout raconter, et puis vous avez choisi finalement de faire des études, de faire le... Qu'est-ce qui vous a décidé à faire des études ? En fait, j'ai toujours aimé apprendre. Oui. Donc, dès que j'ai pu, au départ, on m'a empêché d'étudier, donc dès que j'ai pu, j'ai étudié. Ça me semblait naturel, mais en fait, la véritable motivation... Excusez-moi, c'est parce que je me perds un peu sur notre propos d'avant. En fait, parfois, il y a des choses qui remontent et qui finissent par perturber, par... ayant réalisé qu'en prison on pouvait perdre l'esprit, parce qu'en tourne rond, on ne parvient plus à gérer son cerveau, il faut occuper son cerveau, et il y en a qui s'adonnent au sport en prison. Bon, moi c'est plutôt la culture de l'esprit. Alors vous avez donc, à ce moment-là, vous êtes devenu historien, vous avez écrit une thèse sous la direction d'ailleurs de Bernard Chevalier, qui est professeur à l'université de François Rabelais de Tours, et vous avez écrit donc une énorme, parce que là ça n'en est qu'une partie, la famille en Gévaudan au XVe siècle.
vous avez soutenu votre thèse en 95, et ça, c'est la publication de la Sorbonne qui ont publié donc votre thèse, et qui est de fait, peu que j'ai pu lire, qui paraît tout à fait étonnant, parce que vous avez travaillé que sur des microfilms, sur des dossiers, des archives énormes. Des registres de notaires. Des registres de notaires, avec une grande partie du droit. Jean-Marc, vous avez deux choses à terminer là-dessus. Vous dites à un moment que vous avez changé d'écriture. Oui, en fait, quand je m'en suis rendu compte plusieurs années ou mois après. Non, je m'en suis rendu compte un jour en étant confronté à deux écritures à des dates différentes. À une époque, j'avais une écriture dont toutes les lettres étaient liées, et à la suite de mon séjour au quartier des condamnés à mort, c'est vers cette période-là que j'ai changé. Mon écriture a été... j'écrivais chaque lettre séparée les unes des autres. Est-ce que votre signature a changé ? Oui, fatalement, mais là c'est un peu pour d'autres raisons. En fait, de 77 avant 79, j'avais une certaine signature, et puis ayant vécu en cavale, donc avec des faux papiers, j'avais adopté une autre signature. Ce qui fait que quand j'ai repris la signature de mon nom, j'en ai retrouvé une. Ouais. Donc ce n'était plus la même. Et évidemment, le fait que vous soyez devenu un historien en prison a été aussi mal perçu par les gardiens que par les prisonniers. Ah non, les prisonniers, non. Ah non, si, non. Vous le dites à un moment. Parfois, non, une fois, j'ai eu un prisonnier qui m'a demandé à quoi ça me servait d'étudier. Bon, ma foi, et en fait, il cherchait un but rentable, rentable aux études. Et sinon, non. Et bon, du côté des gardiens, pour diverses raisons, mais je mentionne aussi cette surveillante-chef que j'évoquais tout à l'heure, et qui m'avait énormément surpris en m'expliquant que mon parcours lui faisait du bien, lui faisait plaisir, parce qu'elle était tellement habituée à avoir du gâchis en prison, que là, enfin, elle voyait un résultat positif. Merci. Alors, Philippe Leguerre, on va terminer par vous avec un film qui est tout à fait remarquable, qui va sortir mercredi prochain sur les écrans enfants, qui s'appelle 3-8. Mais alors, l'histoire de votre film se passe dans une usine, mais à certains égards, on n'est pas tellement loin de certaines scènes qui se passent d'ailleurs en prison, des scènes un peu d'humiliation, des scènes un peu de harcèlement. Oui, c'est très juste. Oui, le film aurait très bien pu se passer en prison, sauf que c'est un univers que je ne connais pas du tout. Et j'étais vraiment très sensible à la description que vous faites de l'acharnement des matons sur les prisonniers, cette espèce de rapport de puissance. Et d'ailleurs, vous-même, vous citez Delacroix, et vous citez ce désir de domination, cette espèce de besoin inlassable chez l'homme à dominer l'autre, à se sentir exister parce qu'on est supérieur à l'autre. Alors, de manière très, très transposée, en fait, moi, au tout départ de mon histoire, il y a un fait divers très simple d'un homme qui décide de changer de service. Il était en service de jour et il passe en service de nuit dans une usine. Et à partir de là, sa vie va changer. Parce qu'il tombe il rentre dans une nouvelle équipe. Oui. Alors, il s'appelle Pierre, alors il est marié, il a un enfant, c'est un travailleur, il est économe, il se fait construire une maison, et il va devenir le souffre-douleur d'un autre ouvrier de l'usine qui s'appelle Fred, qui lui est un célibataire, qui est un homme tout en muscles, et qui est une sorte de grande gueule, quoi, comme on pourrait dire. Oui, c'est une sorte d'incarnation de la force, quoi. Voilà. Une sorte de force, mais en même temps charismatique. Il est séduisant, il est aimé à l'intérieur de l'équipe, un peu craint. Et sans vraie raison. Ça commence d'abord par une sorte de bizutage, comme ça, un rituel. L'autre reçoit un seau d'eau, et puis finalement, le lien se rapproche. Il se rencarde un peu sur savoir qui il est, ce nouveau. Il s'aperçoit que c'est un type qui va bien, d'ailleurs. Et petit à petit, il y a une sorte d'acharnement, au fond, harcèlement. Oui, un harcèlement. Oui. Alors, le mot harcèlement,